L'histoire commence dans un sombre donjon rempli de corps innombrables, où un héros nommé Sio se tient devant un monstre serpent géant avec son épée ensanglantée, prêt à l'abattre. Le serpent se jette sur lui avec une grande vitesse et il parvient à peine à bloquer l'attaque avec son épée, sortant de l'échange indemne. Il a bientôt une idée et essaie de sauter du mur du donjon pour frapper le serpent avec une attaque d'épée amplifiée. Mais le serpent lit facilement le mouvement et le frappe violemment contre le mur d'un coup puissant. Réalisant à quel point le combat est devenu dangereux, il décide qu'il doit mettre fin aux choses rapidement. Alors il charge le serpent de front avec son épée maintenant chargée d'une décharge électrique. Malheureusement, son épée se brise en plein milieu de l'attaque et le serpent profite de l'occasion pour reprendre l'avantage. Alors que le serpent enfonce ses dents profondément en lui, il le poignarde désespérément encore et encore avec son poignard, mais aucun de ses efforts ne semble avoir un réel effet sur la créature. Le serpent le frappe alors violemment au sol et commence à avaler lentement son corps pendant qu'il crie de douleur. Avec la moitié de son corps déjà dévoré, le serpent fixe simplement Izio pendant un moment, se préparant à prendre sa bouchée finale. Seo ressent soudainement une montée de rage brûlante à l'intérieur de lui et déclare qu'il n'y a pas moyen qu'il meure comme une sorte de lâche. Il accepte que la mort vienne pour lui, mais juste avant que le serpent ne puisse le finir complètement, le temps se fige brusquement autour de lui et il commence à entendre une étrange voix inconnue l'appelant, le moquant et l'appelant un homme pathétique. Seo entend clairement la voix et se demande d'où elle pourrait venir, tandis que la personne derrière la voix est réellement choquée que Seo puisse d'une manière ou d'une autre l'entendre. Seo explique qu'il a toujours été capable d'entendre les voix des reliques et dit qu'il peut dire qu'elle doit être une sorte d'objet divin. Alors il lui demande de détruire le monstre serpent et de le sortir de cet endroit. La voix se contente de rire de lui en réponse et lui rappelle que la moitié de son corps a déjà été mangée. Donc même si il n'y a tout simplement aucun moyen qu'il réussisse à survivre de toute façon. Elle lui dit qu'il est vraiment un cas pitoyable, car même s'il est né avec un talent inégalé, il se trouve qu'il est né à la mauvaise époque. Et maintenant, il va mourir sans jamais avoir eu la chance d'utiliser pleinement ses astuces intelligentes et brillantes. Entendre tout cela ne fait qu'attiser la colère de Seo encore plus qu'auparavant. Il n'est pas tout à fait sûr de la manière dont il va le faire, mais il jure de tout son être qu'il tuera un homme nommé Kwon Tae-jun, quoi qu'il en coûte, ou combien de temps cela lui prendra, voyant la profondeur de sa détermination et pressentant son potentiel caché. La voix prend soudainement une forme physique, sous la forme d'un corbeau, et apparaît juste devant Ciel, lui disant qu'elle a décidé de lui accorder une seconde chance dans la vie. Elle dit qu'elle est impatiente et curieuse de voir s'il sera enfin capable de revendiquer le trône du roi cette fois-ci. Le corbeau envoie ensuite un puissant flux d'énergie directement dans ses ailes, et après avoir parcouru tout son corps pendant un moment, il se retrouve soudain assis à l'intérieur de ce qui ressemble à un bâtiment public. Il est complètement sous le choc en réalisant lentement que ses jambes ont d'une manière ou d'une autre été entièrement restaurées à la normale. Ce qui le choque encore plus, c'est la découverte qu'il est actuellement assis dans un poste de police, sans aucun souvenir de la façon dont il s'est retrouvé là en premier lieu. Un policier à proximité l'informe qu'ils sont actuellement en plein milieu d'une enquête en cours et lui demande son nom. Seo s'assoit tranquillement, trop absorbé par ses propres pensées et trop occupé à se demander si être de nouveau en vie était en quelque sorte l'œuvre de ce mystérieux corbeau divin. Puis le PDG entend par hasard l'un des autres officiers parler de manière décontractée de la façon dont ils viennent d'entrer au tout début de l'année 2025. Et cette révélation laisse Seo complètement abasourdi, car cette année était exactement 15 ans avant son propre temps actuel. Ce qui le conduit lentement à conclure qu'il a été envoyé en quelque sorte 15 ans dans le passé. Une femme s'approche alors pour le gronder de ne pas avoir répondu à ses questions, mais Seo ne peut s'empêcher de sentir qu'il l'a déjà vue quelque part. Il se rappelle qu'elle est la mère du garçon aux cheveux bruns assis à proximité nommé Yu, et qu'il se trouve au poste de police parce qu'ils ont été pris dans une bagarre que Yu avait clairement essayé de commencer avec Seo. Seo pense alors à la façon dont il a résolu ce même problème 15 ans auparavant et se rappelle qu'on lui avait demandé de payer une somme extrêmement élevée en dommages. Et comme il était complètement fauché à l'époque, il s'est simplement mis à genoux et leur a présenté ses excuses. La mère de Yu réalise que Seo n'écoute pas un seul mot de ce qu'elle dit, alors elle essaie de le gifler. Mais Seo attrape rapidement sa main et élève la voix en lui disant que c'était son fils qui avait commencé la bagarre en premier lieu, et en soulignant également qu'il demande beaucoup trop d'argent en frais de règlement. Yu n'aime pas la façon dont Seo parle à sa mère, alors il lance immédiatement un coup de poing.
mais Seo esquive facilement le coup et le fait tomber au sol. Cela laisse Seo choqué pendant un moment, alors qu'il réalise que son corps se sent beaucoup plus léger qu'il ne devrait l'être. Cela lui fait se demander si toutes les compétences de combat qu'il a développées au cours des 15 dernières années sont toujours intactes dans ce corps plus jeune. Si cela s'avère vrai, il réalise qu'il a eu une chance incroyable. Seo finit par être jeté dans une cellule de détention pour avoir été agressif, et le son des reproches de la mère de Yu à proximité commence à lui taper sur les nerfs. Pourtant, il sait que rien de tout cela n'aura beaucoup d'importance une fois que les reliques commenceront à arriver. En l'an 2025, de grands tremblements de terre ont frappé diverses parties de la Terre, et plusieurs tombes anciennes sont soudainement apparues. Des reliques présentes dans des mythes, des légendes et de vieux contes folkloriques ont été trouvées parmi elles. Des histoires qui avaient été transmises de génération en génération se sont révélées avoir un véritable pouvoir. Et ceux qui sont venus posséder ces reliques ont reçu diverses capacités surnaturelles. À cause de cela, tout le monde s'est mis en quête de reliques. Seo a également rejoint la recherche à l'époque, et il a finalement découvert ce qui était connu sous le nom de reliques de l'archéologue. À l'époque, Seo pensait que acquérir la connaissance du tombeau et de ses reliques mettrait fin à sa vie misérable et lui permettrait de commencer une nouvelle vie. Mais c'est exactement à ce moment-là que la vraie folie a commencé. À commencer par Monsieur Khan, le plus grand président de toute la ville. De nombreuses personnes qui sont entrées en possession de reliques ont pris des mesures pour s'assurer que personne d'autre qu'eux ne puisse excaver d'autres reliques. Heureusement, le talent naturel de Seo pour trouver des reliques a été reconnu et il a été repéré par Monsieur Kwon lui-même. Et à partir de ce moment-là, il s'est retrouvé à accepter tous les travaux sales que Monsieur Kwon lui confiait, se résignant à être connu sous le nom de chien du président et à endurer chaque insulte qui l'accompagnait. Assis dans la cellule, Seo réalise qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que les reliques ne commencent à réapparaître et que tout ce qui l'entoure ne se dissolve dans l'anarchie. Il se rend compte que c'est un avantage d'être maintenant beaucoup plus fort qu'avant, mais il sait aussi que la force seule ne suffira pas cette fois-ci. Il doit lever des fonds pour l'excavation le plus rapidement possible, mais il n'est pas tout à fait sûr de la manière de s'y prendre. Une ligne de texte lumineuse apparaît alors soudainement devant lui, et Seo pense d'abord qu'il pourrait perdre la raison. Mais ensuite, il réalise que cela doit être l'œuvre d'une relique. Il se lève et essaie d'appeler le corbeau qui lui a redonné la vie. Mais à la place, un écran de statue apparaît devant lui et l'informe que sa nouvelle quête est d'éveiller les 4 talents d'un pilleur de tombes. Et cela le prend complètement au dépourvu. Un garde passe à côté de lui et ne semble pas du tout remarquer l'écran de statue, ce qui dit à Seo qu'il est le seul capable de le voir. Au-delà de cela, il réalise qu'il peut actuellement voir des objets dans un rayon d'1 mètre autour de lui, ce qui était à l'origine une capacité liée à la relique de l'archéologue, mais comme il ne possède plus cette relique, il se demande pourquoi cette capacité reste encore avec lui. Seo jette un coup d'œil plus attentif à son écran de statue et voit qu'il a déjà acquis un des 4 talents, ce qui signifie qu'il lui reste encore 3 à débloquer. Cela lui laisse un certain soulagement, puisque cela signifie qu'il a déjà un petit avantage. Mais il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi la relique du corbeau fait tout cela pour lui. Le détective Kim arrive alors pour sortir Seo de là, et une fois qu'ils sortent, Kim dit à Seo qu'il est vraiment malchanceux, puisque tu es apparemment un récidiviste en ce qui concerne l'incitation des gens à se battre, alors que Kim rit de toute cette situation. Seo pense tranquillement en lui-même et se rappelle que le détective Kim était la seule personne qu'il a jamais soutenue quand il n'avait absolument rien. Ils commencent à marcher ensemble vers chez eux après cela, et en chemin, Seo demande à Kim s'il a remarqué des incidents étranges dernièrement, et à en juger par l'air confus de Kim face à la question, Seo peut dire que les reliques n'existent pas encore dans cette version du monde. Après s'être dit au revoir, Seo s'éloigne seul et réalise que c'est exactement à ce moment-là que les tombes commencent à apparaître et il n'y a toujours pas d'utilisateur de reliques. Ce qui signifie que c'est maintenant sa parfaite occasion de prendre de l'avance. Il mentionne que la plupart des premières reliques sont apparues en Europe et en Amérique. Pourtant, Seo continue de réfléchir à des moyens de se procurer de l'argent car il a besoin d'acheter des billets d'avion. En tournant dans une ruelle, il tombe directement sur le gang pour lequel il travaillait dans sa vie antérieure. Et il sourit à lui-même, disant qu'il vient de trouver sa vache à lait. Dans sa vie antérieure, il avait été si désespéré pour de l'argent qu'il a fini par travailler pour ce même gang. Et pendant ce temps, il a été traité pire qu'un chien. Un des membres du gang essaie de gifler Seo au visage, mais Seo le met facilement à terre d'un mouvement rapide. Seo se tourne ensuite pour parler aux autres, leur disant qu'il démissionne et que tout ce qu'ils ont à faire maintenant est de lui payer les salaires en souffrance et l'indemnité de départ qui lui est due.
Mais le gang refuse de reculer et charge directement vers Seo, bien que Seo utilise facilement ses compétences en arts martiaux pour les mettre à terre un par un. Les membres du gang sont complètement choqués par les capacités de Seo, car il avait toujours été vu comme sans espoir en matière de combat. Après un moment, Seo remarque que ses mains commencent à trembler, alors il décide de conclure rapidement. À un certain moment, la seule personne encore debout est le chef du gang. Et désespéré de faire tomber Seo, il sort sa lame spéciale et se prépare à charger contre lui. Seo aperçoit immédiatement la lame et peut dire tout de suite qu'il s'agit d'un artefact. Il n'est pas tout à fait sûr pourquoi quelque chose comme ça existe déjà si tôt dans l'Apocalypse. Mais il est certain d'une chose, que cela va être à lui. Seo s'empare de la lame du chef de gang et décide de montrer au reste du gang ce qu'elle peut vraiment faire. L'arme lui donne un énorme coup de pouce tant en vitesse qu'en force, lui permettant de vaincre les membres du gang en quelques secondes seulement. Après avoir laissé plusieurs d'entre eux avec des plaies de coupure, les membres restants perdent tout leur courage et veulent juste partir et rentrer chez eux. Pendant ce temps, à la galerie Zhang, la femme en charge reçoit un appel de son subordonné. Il explique que Chao est soudainement devenu incroyablement fort, a battu tous les membres du gang, a volé chaque yen de leur compte et a même pris la statue de Bouddha. Furieuse, elle l'appelle idiot et lui ordonne de récupérer la statue immédiatement. En même temps, Seo traverse la ville tout en portant la statue de Bouddha, se demandant quoi en faire. Plus tôt, il a visité un prêteur sur gage, mais le courtier lui a dit que la statue était pratiquement sans valeur. Pourtant, Seo ne le croit pas. Après avoir vu à quel point le chef de gang, Are, était désespéré de la récupérer, il est convaincu qu'elle doit avoir de la valeur. Seo utilise sa compétence d'évaluation et découvre qu'il y a une substance étrange cachée à l'intérieur de la statue. Il utilise la lame pour l'ouvrir soigneusement et trouve une petite bouteille remplie d'un liquide mystérieux. Un large sourire se dessine sur son visage alors qu'il réalise qu'il a vraiment évité de faire une énorme erreur en ne la vendant pas au prêteur sur gage. De retour à la galerie, le détective Kim arrive avec Are menotté. Il dit au PDG que la police a reçu un rapport concernant des drogues illégales vendues là-bas. La femme nie immédiatement tout, insistant sur le fait qu'il ne traite que d'œuvres d'art. Cependant, le détective Kim lui dit d'arrêter de faire semblant, car la police a déjà trouvé des preuves dans leur entrepôt. Elle est choquée que la police sache même que l'entrepôt existe, mais elle se calme rapidement. Croire qu'il n'y a rien à craindre, puisque chaque pièce à l'intérieur est protégée par un mot de passe. Juste à ce moment-là, l'un des agents parle à travers le talkie-walkie de Kim et signale qu'ils ont fouillé chaque pièce de l'entrepôt. La femme est complètement stupéfaite. Chaque pièce était censée être verrouillée par un mot de passe, donc elle ne peut pas comprendre comment la police est entrée. Avant qu'elle ne soit emmenée, le détective Kim tient son téléphone près de son oreille. À l'autre bout, c'est Seo, qui lui dit qu'il était assez insensé de ne pas changer les mots de passe de temps en temps. Au moment où elle entend sa voix, elle réalise que c'était Seo depuis le début et crie son nom avec colère alors que les agents l'escortent. En rentrant chez lui, Seo reçoit un message du détective Kim lui faisant savoir que la récompense de 10 millions de yens pour son indice lui sera bientôt envoyée. Avec son argent de départ enfin sécurisé, Seo décide qu'il est temps de rentrer chez lui, de dormir un peu et de se préparer pour demain, car c'est à ce moment-là que la chasse au tombeau commencera enfin. Cependant, il est confronté à une énorme surprise. Un tombeau mystérieux est apparu exactement là où se tenait sa maison. Seo s'approche prudemment et entend une agente de la CIA, nommée Linda, parler à quelqu'un. Elle dit qu'ils ont de la chance que personne n'ait réalisé que la structure étrange est en réalité un tombeau. C'est pourquoi ils prévoient de le faire exploser dès demain matin. Linda tombe soudain sur Kenshi, un membre de l'équipe japonaise d'excavation. À cause de leur passé, elle l'appelle immédiatement un voleur. Mais Kenshi rétorque, lui disant de ne pas faire l'innocente parce qu'ils savent tous les deux exactement ce qu'ils recherchent vraiment. Seo écoute silencieusement leur conversation et apprend qu'ils ont l'intention d'utiliser des explosifs pour forcer leur entrée dans le tombeau. Entendre cela lui suffit pour réaliser qu'il n'y a toujours pas d'experts réels qui comprennent à quel point ces tombeaux sont vraiment dangereux. Seo voit cela comme une bonne nouvelle car cela signifie qu'il est actuellement la personne la plus expérimentée dans les parages. Soudain, de étranges marques rouges commencent à se répandre sur le sol. Seo les reconnaît immédiatement comme des glyphes de tombeaux. Ces écrits anciens contiennent des informations importantes sur la tombe. Quiconque peut les lire peut découvrir où l'entrée est cachée et apprendre également les emplacements des pièges dangereux avant de pénétrer à l'intérieur. Seo étudie attentivement les glyphes et presque instantanément, son système s'active.
Une notification apparaît, annonçant qu'il a acquis la compétence linguistique. Cette nouvelle capacité améliore considérablement sa compréhension de chaque langue. Grâce à la compétence, les symboles étranges deviennent soudainement faciles à lire. Après avoir examiné les écrits pendant un moment, Seo comprend rapidement où se trouve l'entrée. Sans perdre de temps, il active l'entrée cachée et la frappe avec sa lame. Au moment où son attaque touche sa cible, une énorme explosion éclate dans le ciel. Envoyant une puissante onde de choc à travers la zone, le bruit fort attire immédiatement l'attention de tout le monde, y compris celle de Linda et Kenshi. Tous deux se tournent rapidement vers la source de l'explosion et réalisent que quelque chose d'incroyable est en train de se produire. L'entrée de la tombe s'ouvre toute seule, de peur qu'ils ne ratent leur chance si elle se referme à nouveau. Ils se précipitent vers elle aussi vite qu'ils le peuvent avant de sauter à l'intérieur. Pendant ce temps, Seo continue calmement plus profondément dans la tombe. Après avoir marché un moment, il arrive à un étang mystérieux qu'il reconnaît instantanément de ses souvenirs du futur. Il sait déjà exactement ce qui se cache sous l'eau. Si une relique est jetée dans l'étang, elle réveillera le serpent qui y dort depuis d'innombrables années, sans aucune hésitation. Seo jette sa lame dans l'eau. L'étang paisible commence immédiatement à trembler alors que de grandes vagues se répandent à sa surface. Quelques instants plus tard, le serpent géant émerge lentement de l'eau, ouvrant les yeux après son long sommeil. Il accueille son nouveau visiteur avant d'ouvrir sa bouche, énorme. À l'intérieur se trouvent deux armes de reliques de haute qualité. Le serpent demande à Seo laquelle des armes il a perdu. Seo sait déjà que ce n'est rien de plus qu'un test. Dans le futur, de nombreux pillards de tombes cupides ont échoué parce qu'ils ont menti et ont prétendu qu'une des précieuses armes leur appartenait. Le serpent punirait immédiatement quiconque répondrait malhonnêtement. Se souvenant de cette leçon, Seo dit calmement la vérité et déclare qu'aucune des armes ne lui appartient. Le serpent est satisfait de son honnêteté. Il fait l'éloge de Seo avant de lui présenter sa vraie lame à la place. Tout semble se dérouler exactement comme prévu. Seo demande poliment s'il peut examiner de plus près son arme. Le serpent baisse sa garde juste un bref instant. Au lieu d'accepter la récompense paisiblement, il attaque soudainement. Il saisit sa lame et tranche le serpent sans avertissement. La créature géante pousse un cri de douleur et lui demande pourquoi il attaquerait après avoir réussi l'épreuve. Seo n'hésite pas à répondre. Il explique qu'il ne fait absolument pas confiance aux reliques. Juste parce que quelqu'un réussit l'épreuve d'un artefact ne signifie pas qu'il recevra une récompense équitable. Il y a toujours la possibilité que l'artefact ait d'autres intentions. Seo se souvient même d'avoir entendu parler d'un autre Tomb Raider qui a réussi à compléter l'épreuve d'un artefact seulement pour devenir fou par la suite et se transformer en tueur en série. Après avoir entendu des histoires comme ça, Seo n'a pas l'intention de prendre des risques inutiles. S'il y a même la moindre chance que le serpent puisse le trahir, il préfère éliminer la menace maintenant. Le serpent devient furieux et charge droit vers lui. Seo réagit immédiatement en sautant haut dans les airs, avant d'enfoncer sa lame profondément dans le corps du serpent. Un autre rugissement douloureux résonne dans la chambre. Même après avoir subi une telle blessure, le serpent refuse de tomber. Sachant que les attaques ordinaires ne suffiront pas, Seo active sa technique de domination. Un puissant flux d'énergie s'écoule de son corps directement dans le serpent. La créature crie à nouveau alors que la technique commence à forcer sa volonté à se soumettre. La domination est une capacité spéciale qui permet à son utilisateur de forcer un artefact à obéir aux commandes. Elle s'oppose complètement à l'affinité, qui permet à quelqu'un de contrôler un artefact en établissant une relation de confiance avec lui à la place. Cependant, aucune de ces méthodes n'est considérée comme parfaite. La relation idéale entre un artefact et son propriétaire est connue sous le nom de compatibilité, où les deux parties se comprennent naturellement et combattent ensemble comme un tout. On la compare souvent à la connexion entre un musicien talentueux et son instrument préféré, même si la domination continue d'affecter cette relation. Le serpent refuse obstinément de se rendre. Il continue de lutter de toutes ses forces, essayant de résister au contrôle de Seo, voyant qu'il refuse toujours de se soumettre. Seo décide de mettre tout dans une dernière attaque. Il déverse encore plus de pouvoir dans sa technique de domination, tout en la canalisant directement à travers sa lame. L'énergie déchire le corps du serpent, le faisant crier encore et encore. Le combat se poursuit pendant plusieurs instants supplémentaires avant que la créature atteigne enfin sa limite. La technique de domination de Seo réussit finalement à exercer complètement le serpent. Avec le procès terminé selon ses propres termes, Seo revendique officiellement le serpent comme son nouveau relais. En récompense, il reçoit une hache en or et une hache en argent. Une notification système apparaît immédiatement, montrant que ses statistiques globales ont encore augmenté. Seo prend quelques instants pour examiner les améliorations, satisfait des résultats de son pari. Peu de temps après, Linda et Kenshi atteignent enfin l'étang.
croyant savoir comment fonctionne l'épreuve. Il copie la même méthode en jetant un relais dans l'eau. Cependant, rien ne se passe. L'étang reste complètement immobile. Tous deux fixent l'eau avec confusion, incapables de comprendre pourquoi l'épreuve ne commence pas. Aucun d'eux ne réalise que ces vidéos l'a déjà complété et a réclamé le relais pour lui-même. Avant qu'il ne puisse enquêter davantage, toute la grotte commence soudainement à trembler violemment. De grandes fissures se répandent sur les murs alors que d'énormes morceaux de roche commencent à tomber du plafond. Réalisant que la tombe s'effondre, Linda et Kenshi abandonnent immédiatement l'épreuve et courent vers la sortie aussi vite qu'ils le peuvent. Ils échappent de justesse avant que le passage ne soit complètement scellé. Ailleurs, de retour à la galerie, les membres restants du gang sont toujours furieux. Leur patron a été arrêté, leurs drogues ont été saisies, et tout ce pourquoi ils ont travaillé s'est effondré à cause de Seo. Un membre du gang nommé Naboru serre les poings et jure qu'il fera payer Seo pour tout ce qu'il a fait. À ce moment-là, son téléphone sonne et il est choqué de voir que l'appelant est Seo lui-même. Au moment où Naboru répond, Seo lui dit d'oublier les salutations et de passer directement aux affaires. Il veut que Naboru rassemble le reste du gang car il a un travail pour eux tous. Seo explique que sa prochaine cible est Meters, la plus grande maison de vente aux enchères secrète du monde située à La Vega. Il croit que la maison de vente aux enchères détient des informations précieuses qui pourraient l'aider à se préparer pour les événements futurs. S'il peut y accéder, il aura un avantage majeur sur tout le monde. Il ordonne à Naboru et à ses hommes d'assister à l'enchère de ce mois-ci, d'acheter quelques articles spécifiques et de garder un œil sur un homme nommé Jack Kamen, mieux connu sous le nom de Jika. Cependant, Seo pense silencieusement que Jack Kamen n'est en réalité pas le vrai alias d'Ogawara. Noburu souligne rapidement qu'entrer dans Midas est presque impossible. Seules les personnes extrêmement riches et influentes sont autorisées à l'intérieur. Seo lui dit simplement de ne pas s'inquiéter pour les dépenses. Il promet de bien les payer pour avoir complété le travail. Ensuite, d'une voix calme, il leur rappelle que refuser n'est vraiment pas une option. Ils peuvent soit accepter la mission, soit le laisser les battre à nouveau. Se souvenant à quel point Seo les avait vaincus auparavant, Noboru et les autres décidant instantanément que prendre le travail est le meilleur choix. Le lendemain, Seo se prépare à continuer à chasser des reliques. Avant de quitter la maison, il jette un coup d'œil à travers la rue et remarque un reportage d'actualité. Le journaliste annonce qu'un 4e meurtre inexpliqué a eu lieu. Selon le rapport, le suspect a tenté de se suicider en s'immolant par le feu. En entendant cela, Seo réalise immédiatement que tout se déroule exactement de la même manière qu'avant l'apparition des tombes dans le futur. La chronologie n'a pas changé autant qu'il l'espérait. Alors que Seo continue de marcher, il heurte accidentellement Kenshi, qui le reconnaît immédiatement. Voir Kenshi ici dit à Seo quelque chose d'important. Si Kenshi est apparu à cet endroit, alors une autre tombe est presque certainement sur le point de se révéler. Seo remarque également que Kenshi porte une relique. Cependant, il est évident qu'il est encore inexpérimenté, car il n'essaie même pas de cacher l'aura de la relique. Quiconque ayant suffisamment d'expérience pourrait facilement le remarquer. Kenshi continue de crier avec colère contre Seo pour l'avoir heurté lorsque le sol commence soudainement à trembler sous leurs pieds. Seo comprend immédiatement qu'une autre tombe se manifeste. Sans dire un mot de plus, il court immédiatement vers la source de la perturbation, déterminé à l'atteindre avant quiconque. À peu près au même moment, le téléphone de Kenshi commence à sonner. S'attendant à une mise à jour normale, il répond sans trop y penser. Au lieu de cela, son associé lui délivre une nouvelle choquante. L'homme coréen portant la hache en or et en argent a été repéré à proximité. L'instant où Kenshi entend ces mots, tout a soudainement du sens. Il réalise enfin que Seo a été l'homme mystérieux de la prophétie depuis le début. Après l'émergence de la tombe, Seo et les autres se réveillent à l'intérieur de la tombe mystérieuse. En regardant autour de lui, Seo remarque immédiatement quelque chose d'étrange. Il y a plusieurs épées brisées éparpillées autour de la zone, dont beaucoup sont enfoncées directement dans le sol. La vue de toutes ces armes brisées fait réaliser à Seo que la relique cachée à l'intérieur de cette tombe doit être incroyablement puissante. Il examine alors de plus près les armes et reconnaît soudainement leur artisanat. Il réalise que les épées ont été créées par les Muramasa, une famille célèbre et ancienne de forgerons. La famille Muramasa est bien connue pour créer des armes extrêmement puissantes, et leurs épées sont considérées comme des trésors nationaux en raison de leur incroyable netteté. Leurs armes sont si célèbres qu'encore aujourd'hui, les gens les reconnaissent par leur artisanat unique.
Pour cette raison, Seo suppose que les épées brisées couvrant le sol ont dû être créées par le clan Miramasa. Il pense également que la tombe elle-même doit être fortement liée à la famille Mirumasa et à leurs armes. Si tant de leurs épées sont à l'intérieur de cet endroit, alors la relique cachée ici pourrait également leur être connectée. Cependant, avant que Seo ne puisse enquêter davantage sur la tombe, son système apparaît soudainement devant lui avec un avertissement important. Il l'informe que l'aura vicieuse de la tombe a commencé à attaquer son corps. Seo devient immédiatement inquiet et retrousse sa manche pour inspecter son bras, et il remarque que sa peau commence à brûler. Réalisant à quel point la situation est dangereuse, Seo sait qu'il doit trouver la relique et s'échapper de la tombe le plus rapidement possible. Malheureusement, les choses ne se passent pas aussi bien qu'il l'espérait. Seo continue d'explorer la tombe, s'attendant à trouver la relique assez rapidement. Cependant, la tombe s'avère beaucoup plus grande qu'il ne le pensait à l'origine. Il continue de se déplacer d'une zone à l'autre, mais il ne semble y avoir aucun signe de la relique nulle part. Pour aggraver les choses, même la hache d'or est incapable de localiser la relique. Seo devient de plus en plus frustré en réalisant que sa méthode habituelle pour trouver des trésors cachés ne fonctionne pas cette fois-ci. Seo commence alors à penser à Kenshi. Il se souvient que Kenshi l'avait suivi plus tôt et il commence à se demander si Kenshi pourrait réellement savoir quelque chose sur la mélodie. Seo repère alors un groupe de personnes piégées dans un fossé. Mais ce qui attire le plus son attention, c'est une lycéenne qui devient complètement folle parce qu'elle a été empoisonnée par un artefact. Quiconque se fait couper, Seo appelle les autres à l'intérieur du fossé et leur demande qui les a poussés là. Après que Seo a appris que c'était Kenshi, il réalise que Kenshi les a offerts en sacrifice pour que le pont sacré apparaisse. Après cela, Seo sort l'artefact qu'il a volé à Kenshi et réalise qu'il s'agit en fait d'un artefact spécial qui appartient aux frères et sœurs du Soleil et de la Lune. Son système s'illumine alors et l'informe qu'il a éveillé 4 nouvelles compétences. Seo décide immédiatement de mettre ses nouvelles compétences à l'épreuve en sautant dans le fossé et en se battant contre la fille possédée. Après un combat difficile, il réussit à l'attacher avec sa corde d'artefact et à la libérer avec succès de la malédiction. Il demande aux autres civils où se trouve Kenshi et l'un d'eux prend la parole et lui dit que Kenshi a été vu pour la dernière fois en train de traverser le pont et de s'enfoncer plus profondément à l'intérieur. Seo entend cela et comprend que Kenshi doit avoir obtenu cette information de l'utilisateur de l'artefact de prophétie. Mettant cela de côté, la fille qui était possédée demande à Seo de retirer la corde d'artefact. Alors il la retire immédiatement et la libère. Pendant ce temps, Kenshi est vu en train de marcher sur le pont tout en parlant à l'un de ses collègues au téléphone. Lorsqu'il atteint enfin le fossé, il suppose que les personnes qu'il a poussées à l'intérieur ont déjà été sacrifiées. Donc, il glisse dans le fossé et commence à chercher l'artefact. Cependant, après avoir cherché un moment, Kenshi commence à se sentir frustré, car tout ce qu'il peut voir, ce sont des épées brisées, et il ne peut toujours pas trouver la Miramasa. Mais juste au moment où il commence à perdre patience, le même groupe de personnes qu'il a poussé dans le fossé surgit soudainement de nulle part et se précipite vers lui. Ils entourent immédiatement Kenshi et commencent à le frapper. Pendant qu'ils le frappent, Kenshi regarde derrière eux et voit Seo debout là, tout seul. Il réalise immédiatement que Seo doit être à l'origine de tout cela. Seo se moque alors de Kenshi en l'appelant terrible dans son travail parce qu'il avait déjà une longueur d'avance. Pourtant, il n'a toujours pas pu trouver la relique. Cela étant dit, Seo utilise sa hache en or pour localiser la lame Miramasa. Une fois qu'il trouve son emplacement, il utilise son pouvoir pour faire voler la lame directement dans ses mains. La lame Miramasa reconnaît alors Seo comme son nouveau porteur. Cependant, elle l'avertit que s'il veut en prendre le contrôle total et libérer son véritable pouvoir, il devra d'abord tuer 10 humains, parce que l'épée nécessite du sang humain pour activer ses pleines capacités. Mais Seo refuse de tuer des innocents juste pour gagner plus de pouvoir. Au lieu de cela, il utilise sa compétence de domination pour forcer l'épée Miramasa à obéir à ses ordres et à se soumettre à lui. La Miramasa résiste au contrôle de Seo pendant un moment. Mais Seo parvient finalement à la surmonter et à la dompter. L'épée commence alors à briller d'une aura bleue, laissant Kenshi dans un complet incrédulité face à ce qu'il vient de voir. Après cela, les civils commencent à sortir du trou. Seo remarque alors Kenshi essayant de s'enfuir discrètement. Alors il s'approche de lui, le tape sur l'épaule et lui fait savoir qu'il ne trompe personne. Kenshi commence immédiatement à supplier Seo de le laisser sortir du trou. Il promet même de donner à Seo toutes sortes de choses s'il l'aide à s'échapper. Mais Seo n'est pas intéressé par quoi que ce soit que Kenshi a à offrir. Au lieu de cela, il enfonce simplement son genou dans l'estomac de Kenshi avant de sortir lui-même du trou. Alors que Seo s'en va, il ordonne à la tombe de se fermer.
Elle suit ses instructions, provoquant la chute de plusieurs énormes rochers qui écrasent Kenshi à l'intérieur. Pendant ce temps, le Parlement japonais regarde les nouvelles, et le président devient extrêmement en colère, parce que tout le monde ne parle que des tombes et des reliques. Il est particulièrement furieux contre Mori, le responsable de l'équipe d'excavation, parce que Mori lui avait déjà assuré qu'il s'occuperait de tout. Mori assure alors au président que les choses sont différentes maintenant, et parce que Seo est devenu leur plus gros problème, il promet qu'il l'éliminera personnellement. Seo jette un coup d'œil à son bras marqué de cicatrices et réalise rapidement que la blessure est le résultat de l'utilisation de son habileté de domination. Chaque fois qu'il utilise cette compétence pour prendre le contrôle d'un artefact, l'artefact se réinitialise. Mais le processus cause également des dommages à son propre corps. Plus l'artefact est puissant, plus le corps de Seo subit de dégâts. À cause de cela, Seo réalise qu'il ne pourra pas survivre longtemps s'il continue à utiliser son habileté de domination de cette manière. Seo continue de se plaindre de ses blessures pendant un moment, avant de plonger sa main dans sa poche et de sortir un petit artefact en forme de pilule. Il décide de le manger, et au moment où il le fait, il est choqué de voir que toutes les marques de brûlure sur son corps ont complètement disparu. De plus, il acquiert également une nouvelle capacité appelée tolérance. Alors que Seo est couché dans son lit, il réalise bientôt que la compétence de tolérance lui donne la capacité de neutraliser le poison. Cela lui rappelle le corbeau qu'il a envoyé ici, et il commence à se demander pourquoi le corbeau essaierait délibérément de rendre sa vie dans ce monde beaucoup plus facile. Le système de Seo l'informe alors soudainement qu'un artefact de grade S l'observe actuellement. Seo commence à se demander s'il pourrait s'agir du livre des prophéties, un trésor ancien du Japon. Contrairement aux artefacts normaux, le livre des prophéties ne crée pas de tombeau. Au lieu de cela, il choisit son propriétaire par lui-même, et la personne qu'il a choisie était une fille nommée Yuka. Le gouvernement japonais a rapidement appris l'existence du livre et a proposé à Yuka un accord généreux pour lui permettre d'utiliser le livre des prophéties pour leurs opérations d'excavation. Les choses se sont bien passées pendant un certain temps, mais Yuka n'a jamais vraiment été du genre à étudier, et elle a toujours eu du mal à comprendre l'ancien langage du livre. Puis, un jour, une étrange prophétie est soudainement apparue, et il était clair que les choses ne s'étaient pas bien terminées pour Yuka. Maintenant, dans le présent, il est enfin temps pour Yuka de relire le livre des prophéties. Cependant, elle est choquée lorsque le livre lui donne soudainement une prophétie selon laquelle elle va mourir. Cependant, toute cette situation fait en réalité partie du plan de Seo. Il est maintenant au Japon, assis dans un restaurant et mangeant tranquillement des sushis en attendant que les agents japonais fassent irruption. Il sait qu'ils doivent croire qu'il est là pour tuer Yuka. Les agents disent alors à Yuka de jouer le jeu, de servir Seo comme une cliente normale et de le regarder directement dans les yeux pour que le livre des prophéties puisse pleinement le marquer. Il lui demande également de les signaler si quelque chose d'inhabituel se produit. Yuko entre dans le restaurant et tombe immédiatement amoureuse de Seo, parce qu'elle le trouve incroyablement séduisant. Lorsque Seo tend soudain la main vers son épée, les agents à l'extérieur se préparent immédiatement à attaquer. Mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, Yuka ferme soudainement la porte, empêchant les agents d'entrer. Yuka commence alors à flirter avec Seo par message texte, car ils ne parlent pas la même langue. Seo admet que Yuka a une énergie très attirante, donc il décide de jouer le jeu avec son flirt. Pendant ce temps, les agents continuent d'attendre à l'extérieur, complètement inconscients de ce que Seo prévoit. L'explosion éclate à l'intérieur du restaurant. Lorsque la fumée se dissipe, les agents se retrouvent attachés par la corde de relique de Seo. Seo sort alors tranquillement du restaurant avec Yuka à ses côtés, laissant les agents attachés derrière eux. Seo se tourne vers Yuka et lui demande où elle veut aller pour leur premier rendez-vous. C'était l'épisode 3. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie et regardez la prochaine vidéo à l'écran.